Bonjour à tous, nous sommes ravis avec Félicité de se retrouver sur le bateau de Click & Boat, société que vous connaissez tous, et nous allons interviewer Alexandre Lai. Vous êtes nombreux à nous avoir demandé une interview de ce CPO iconique de la French Tech. Et donc Alexandre, CPO de Click & Boat, va nous parler aujourd'hui en toute transparence de son métier, de sa relation avec le CTO, de ses méthodes de management et de recrutement et des challenges de ce rôle que l'on pourrait qualifier de pivot pour une société. Donc je vous propose de nous suivre et on va tout de suite passer à l'interview avec Alexandre. Salut Alexandre. Salut François. Écoute, merci de nous recevoir. On est sur la terrasse de Click & Boat. Yes. Donc, cadre très sympathique. Est-ce que pour directement rentrer dans le vif du sujet, tu peux nous parler de ton parcours? Yes, parcours assez simple. J'ai fait une école de commerce. J'ai orienté plutôt mes expériences dans du digital directement. Je travaillais par exemple chez Pernod Ricard. Ensuite, je suis parti à Londres. J'ai travaillé en start-up. Je travaillais dans une marketplace qui faisait du booking de services. Donc c'était à l'époque où il y avait des entreprises comme Treatwell qui se mettaient en place et des choses comme ça. Et puis j'ai décidé de rentrer à Paris. C'était en l'été, le moment où je rentrais à Paris. Et je me souviens du coup, j'étais en train d'organiser mes vacances. En même temps, j'étais aussi en train de postuler, refaire mon CV sur Welcome to the Jungle, etc. Et en fait, moi je fais beaucoup de bateaux. J'ai voulu du coup chercher un bateau pour mes vacances. En même temps, j'avais mon CV dans les mains. Je l'ai envoyé au hasard et du coup, je l'ai envoyé chez Click & Boat et maintenant, ça fait quasiment 5 ans que j'y suis. Ok, alors top. Aujourd'hui, tu es CPO, Chief Product Officer. On en a parlé juste avant. Est-ce que tu peux très simplement nous définir ton métier et les objectifs de ton métier? Donc ton rôle et les objectifs. Ouais, donc mon rôle, vraiment, ça va être le lien entre le business et la tech. C'est-à-dire, on va avoir des enjeux business, des enjeux métiers, donc de l'aide à toutes les business units qu'on va avoir dans l'entreprise, donc la comptabilité, les ventes, le stock, le supply. Moi, je vais vraiment être ce lien entre les clients et l'interface, le site, comment mettre ça en place et avec quel workforce. D'accord, donc concrètement, ton rôle est au milieu, à l'intermédiation entre le CEO et le CTO, on peut dire ça? Ouais, tu peux vraiment aussi considérer que tu es entre les sales, vraiment le head of sales, et le CEO et le CTO. Ouais, tu es un peu un mélange de tout ça. C'est vraiment un poste pivot. C'est hyper pivot et c'est un poste de communication essentiellement. Ok, et en termes de management, du coup, avant de rentrer un peu dans le détail de tes missions, des méthodes, etc., comment ça se passe en termes de management sur un poste pivot? Est-ce que tu manages des équipes? Ouais. Comment ça fonctionne? Alors, des équipes, je vais avoir des équipes de product manager, product owner, qui vraiment vont animer une squad. Donc, c'est-à-dire une équipe de développeurs, à peu près 3-4 développeurs qui vont animer au quotidien avec un projet, un KPI, qui veulent vraiment se focus pendant l'année. Donc ils vont piloter cette squad. Donc cette équipe, ces product manager owners donc sont sous ma responsabilité. Pareil pour les designers qui vont être sous ma responsabilité. En revanche, qui n'est pas sous ma responsabilité directe, ça va être vraiment tous les développeurs. Ok, très clair. Qui sont là plus sous la responsabilité du CTO. Exactement, mais c'est justement une balance assez particulière en fait, parce qu'on n'est pas manager directement des développeurs, mais pour autant, c'est nous qui allons pouvoir vraiment valider la qualité du code qui est sorti, parce qu'on va aller, pas techniquement bien sûr, mais vraiment voir la nouvelle fonctionnalité qu'on voulait mettre en place, elle fonctionne correctement, ça correspond à notre cahier des charges, etc. C'est nous qui allons aussi travailler sur leur calendrier, donc on va dire sur ce mois-là, vous allez travailler sur ce projet, donc je vais avoir besoin de toi là, donc par conséquent, je sais que sur le mois de septembre, un tel ne pourra pas prendre de congé, etc. Donc on est un peu entre les deux, c'est assez particulier comme équilibre, parce qu'on n'a pas de management direct, mais on travaille tellement au quotidien, main dans la main, qu'on est obligé forcément d'avoir des recommandations à donner. Je comprends. On va revenir sur ta relation avec les développeurs et ta relation du quotidien, mais avant toute chose, là je reviens sur toi Alexandre Lai, sur ton rôle de CPO. Aujourd'hui. Comment, chez Click & Boat, on mesure l'efficacité de ton travail, tout simplement? C'est assez simple en termes de KPI. En fait, je vais avoir des objectifs qui me sont fixés en début d'année. On va me dire, Alexandre, cette année, tu vas focuser sur l'augmentation du trafic organique. Tu vas augmenter le panier moyen de nos visiteurs. Tu vas augmenter le taux de conversion qui correspond au nombre de bookings qu'on a eu sur la plateforme rapporté au nombre de visiteurs. Tu vas travailler sur ces KPI-là.
Donc j'ai des objectifs qui me sont définis et c'est ça que je vais mesurer au quotidien et c'est ça qu'on va me mesurer en fin d'année pour définir mes performances. Et ces KPI, c'est principalement des KPI financières, plutôt opérationnelles, ou il y a des KPI techniques aussi? C'est vraiment rapporté au business plus que technique. Ok. Donc on ne va pas te jauger sur le fait que telle feature soit sortie ou telle API. Non. Ça, mais plutôt sur, ok, il y a eu plus de conversions, le panier moyen a augmenté, vraiment du business, quoi. C'est ça, mais en fait, là où le CPO est directement impacté par dire il faut aller chercher des bonnes technologies et mettre en place vraiment de la propreté dans le code, c'est dans la scalabilité du produit qu'on est en train de construire. Donc si je veux aller vite, je vais faire quelque chose de crade et dans 1 mois, je devrais le refaire. Dans 2 mois, je devrais le refaire. Et donc finalement, à long terme, ma stratégie n'aura pas été payante. Ok, je comprends, très clair. Je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure. C'est une question qui nous a beaucoup été posée, le lien avec un CTO et un CPO. Aujourd'hui, toi, comment tu optimises cette collaboration? Parce que tu l'as dit tout à l'heure, les deux jobs, grossièrement, sont entremêlés. Ouais, complètement. C'est, comme je disais, c'est vraiment un métier de communication. Donc on est vraiment en communication constante avec le CTO de l'entreprise. On a vraiment des points quasi quotidiens. Mais on en a un en focus, par exemple. Là, on est mercredi, je l'ai justement ce jour. Tous les mercredis, on se voit, on fait un point sur la roadmap avec le CEO. Donc, on va se voir à 3, justement pour qu'il puisse entendre un peu où est-ce qu'on en est dans l'évolution de nos projets et où est-ce qu'on se dirige techniquement pour arriver à ce qu'on veut mettre en place business oriented. D'accord. Donc, communication avec le CTO à fond pour qu'on se comprenne et qu'on soit sur la même longueur d'onde. Et de toute façon, on a des objectifs qui sont communs in fine. Ok, très clair. Alors là, tu parlais de management. Je bouleverse un peu l'ordre de nos questions, mais il y a une question qui nous a été posée aussi, c'est le recrutement. Le CTO et toi-même, j'imagine que dans les phases de recrutement de tech ou même de product owner, manager, etc., vous allez tous les deux, entre guillemets, avoir votre mot à dire. Est-ce que c'est vrai ou c'est vrai. Un des derniers recrutements qu'on a fait la semaine dernière, j'ai fait venir le CTO plutôt pour un point de vue fitting, plus que pour valider les compétences. Les compétences, on avait fait des business cases et des choses comme ça. Mais je le fais venir. Ça m'arrive de le faire venir. Et moi, idem, sur des développeurs. Et ça va vraiment plus être sur du fitting. Parce que techniquement, on va pas pouvoir regarder sa manière de coder, ses expériences précédentes, comprendre ce qu'il a fait. Mais en revanche, on va travailler au quotidien avec la personne. Je connais les équipes de product manager. Je sais si ça va frotter ou si ça va glisser, quoi. Ok, très clair. Là, je te pose une question un peu plus perso. Est-ce que ça a été un challenge pour toi qui n'es a priori pas dev, mais qui est avec des devs tous les jours, d'avoir une crédibilité par rapport à ces gens-là, techniques, quand toi, tu n'as pas forcément historiquement un background technique? C'est compliqué, oui et non, parce que on est là pour leur expliquer vraiment une vision business et ils la comprennent. Ils comprennent qu'ils ont besoin de ce point de vue et d'avoir un point de vue vraiment client. S'ils ne comprennent pas comment le client va se comporter sur notre site, qu'est-ce qu'il cherche, pourquoi il cherche tel type de bateau, pourquoi il veut de la croisière plus que du bateau à moteur à la journée, etc., le développeur il s'en sortira pas et il n'arrivera pas à orienter du coup ses développements. Donc la crédibilité, non, parce que le dev n'attend pas une expertise technique de la part d'un CPO. Il attend une vision. Il attend une vision, une compréhension, une stratégie et une roadmap. Ok. Là, je reviens un peu sur ta routine. Là, aujourd'hui, on est mercredi matin. Si tu n'avais pas eu cette interview, quelle est la première chose que tu fais quand tu allumes ton ordinateur et quelle est peut-être, j'imagine, la première métrique que tu vas regarder, le premier KPI? Les ventes. C'est vraiment les ventes. Le premier métrique que je regarde les ventes de la veille. Donc, je vais aller regarder mes ventes, mes visites et j'ai 3 KPI importants. Donc, je vais avoir le taux de demandes qui ont été faites sur le site rapporté au nombre de visiteurs, le nombre de bookings qui ont été faits rapporté au nombre de demandes et le panier moyen. Donc ça, c'est vraiment les métriques que je vais surveiller en quotidien. Et on a aussi 2 KPI principaux là-dedans, c'est de se dire quelle est la balance de ces ventes qui sont fluides, c'est-à-dire non accompagnées par des vendeurs, mais qui sont autonomes sur la plateforme. Ok, et moi, donc l'inbound pur. Exactement, et à 100% marketplace, sans friction. Et donc mon objectif principal, c'est d'augmenter cette part de business et d'avoir une plateforme le plus scalable possible. Ok. Et alors, tu sais, on parlait juste avant l'interview d'AB testing, etc.
Là, tu parles de fluidité dans le parcours. Aujourd'hui, l'A/B testing, c'est quelque chose que tu utilises régulièrement. Est-ce que tu as un retour d'expérience à nous donner sur le sujet? Alors, on a forcément, tu t'en doutes, on est un site de location de bateaux, donc on a une saisonnalité qui est assez particulière. Ouais. On a une explosion de notre trafic pendant les mois de juin à septembre. Donc l'A/B testing, c'est essentiel pour nous. C'est-à-dire que si je te disais, je vais comparer la performance de la page produit où il y a un bateau cette semaine versus la semaine dernière, ça n'a rien à voir. Les métriques, elles ont explosé x2 parce qu'on est en train d'avoir vraiment un taux d'engagement qui est beaucoup plus élevé. C'est-à-dire que là, on arrive proche du 15 août, tout le monde a envie de réserver, ils sont beaucoup plus chauds que le 1er septembre. Donc c'est hyper difficile de comparer ce qui est comparable finalement. C'est hyper difficile et le seul moyen de le faire, c'est vraiment de se dire, au même moment, sur la même population que je sépare en deux, qui va convertir le mieux. Donc je vais aller apporter des variations sur mes pages. Et là, c'est la seule manière d'aller vérifier ça, donc c'est l'A/B testing. Et alors ces variations, on a souvent le cliché de je passe de rose à jaune ou vert à bleu, donc qui est évidemment cliché. Est-ce que tu as des changements ou une anecdote qui t'ont marqué, qui ont vraiment optimisé les ventes? On a tout, hein, typiquement quand tu vas envoyer un message à un propriétaire sur notre site pour lui demander un devis, on peut te dire écris ton message en premier et ensuite inscris-toi. Ouais. Ou alors inscris-toi pour pouvoir envoyer un message à ton propriétaire. Ouais. La finalité est la même, c'est 2 étapes, mais tu mets AB ou alors BA. Et en fait, tu te rends compte que tu peux avoir des taux de conversion qui sont complètement différents et complètement significatifs. Donc ça, c'est hyper important aussi d'avoir de l'appui data. Ouais. Donc on a une business unit data aussi qui travaille avec nous pour aller vérifier la significativité de nos AB tests. Okay. C'est-à-dire que c'est pas le hasard qui fait qu'il y a plus de... Tu testes pas complètement au hasard. Et justement, pour aller plus loin, est-ce que tu vas de temps en temps lire ou t'inspirer, je sais pas, de Airbnb, de grosses plateformes qui cartonnent pour optimiser ça ou... Complètement. Airbnb, c'est un énorme modèle d'inspiration. Leur produit, je le trouve extraordinaire. Ils doivent avoir une équipe tech et une équipe d'A/B testing, une équipe data qui est gigantesque. Ouais. Donc, ils ont déjà A/B testé un bon paquet de choses et il y a des bonnes pratiques à prendre partout. Vraiment, quand on va construire une feature, on va vraiment aller faire du benchmark partout. Getaround, Airbnb, Booking, même des sites Air France ou des choses comme ça, je vais aller m'en inspirer. Ok, très clair. On passe à un sujet un peu plus concret pour entrer un peu dans ton quotidien. Tu connais l'adage « choisir, c'est renoncer ». Ouais. Aujourd'hui, comment fais-tu pour prioriser ta roadmap stratégique? Ouais. Alors, j'ai des objectifs qui me sont fixés en début d'année. On va dire, ok, Alexandre, tu vas travailler sur la conversion de nos clients cette année. Je veux avoir beaucoup plus de bookings rapporté au nombre de demandes qui sont faites sur le site. Ouais. Ok, à partir de là, ça va me donner des guidelines pour me dire, ok, qu'est-ce que je veux orienter comme développement? Des idées, je vais en avoir des centaines, voire des milliers. Mes utilisateurs, pareil. Ouais. Il faut que je les écoute. En interne, pareil. Je vais avoir une source, je vais arriver avec, j'en sais rien, un backlog, on appelle ça, de 1000 tickets, me disant, ok, j'aimerais faire ça, 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 ça et ça. Pour autant, je sais que j'ai une workforce qui est limitée, c'est inhérent à la tech. J'ai pas assez de développeurs. Je vais pouvoir en faire 100 cette année. Ouais. Comment je priorise? Il y a une méthode qui s'appelle RICE, c'est très connu et appliqué. C'est Reach, Impact, Confidence, Effort. En fait, ça veut dire qu'est-ce qui a le plus de portée, qu'est-ce qui a le plus lourd impact, qu'est-ce qu'on est sûr qui va fonctionner, divisé par l'effort. Donc l'effort, c'est vraiment le temps de développement, le temps que je vais travailler en produit dessus. Donc tout simplement, ça veut dire je vais travailler en priorité sur ce qui a un gros impact. Je suis sûr que ça va marcher. Et pour autant, ça va me prendre 5 minutes à développer. Ça veut dire que c'est la première chose que je dois faire et que je dois mettre au sujet sur la roadmap. Ok, très clair. Et du coup, par définition, j'imagine que c'est très compliqué parce que certaines personnes en interne ou même des clients vont dire il me faut absolument cette feature ou ça serait très sympathique de pouvoir avoir cette option-là. Mais en soi, cette option-là, elle va te mettre 1 an, je dis n'importe quoi, à développer, alors qu'un petit truc qui va te mettre 2 semaines aura une meilleure pondération. Exactement, donc c'est vraiment de l'arbitrage et il ne faut pas non plus toujours se laisser enrhumer par celui qui crie fort, c'est pas celui qui a raison. Ok, et alors du coup je fais le lien, on en a parlé une fois de plus un peu en amont de cette interview, mais quelle est ta plus grande difficulté dans ce poste? Et j'imagine que c'est un peu lié à ça. C'est complètement lié à ça. Donc, tu es obligé de renoncer. Je te disais, sur les 1000 sujets que j'avais, j'en ai 100 qui peuvent passer. Donc, il y en a 900 à qui j'ai dû dire non. Ouais. Ma plus grosse difficulté, c'est de faire ces 900 non.
Donc je vais en avoir à mes utilisateurs, je vais en avoir en interne. Et donc on va me demander une feature en me disant ça fait 3 ans qu'on te la demande Alex, j'en ai besoin, c'est la galère, je m'en sors plus. Et malheureusement je vais dire non, je peux pas. Okay. Je peux pas. Et en fait, le but c'est justement de se dire je t'expose ma vision, c'est quoi ma roadmap, c'est quoi mes KPI, et mes KPI ils sont complémentaires des tiens parce qu'on est une startup, on va dans la même direction, on veut arriver à un objectif. Je veux augmenter ma conversion. Aujourd'hui, c'est pas ça qui va augmenter la conversion. Et où est-ce qu'on veut aller? Il y a beaucoup de pédagogie. Ça, tu peux le dire à tout le monde finalement. Que ce soit ton CFO, ton CEO, n'importe qui dans la boîte ou même à tes clients. Il faut faire preuve de pédagogie, je suppose. Ouais, bah tu vas pas t'adresser de la même manière en interne et à tes clients. Ouais, évidemment. Mais bien sûr, il faut faire preuve de beaucoup de pédagogie, beaucoup de communication. C'est-à-dire qu'on va vraiment poser notre roadmap, expliquer ce sur quoi on va travailler sur les prochains mois, leur dire on veut travailler sur tel KPI. Donc sur les prochains mois, la squad 1, la squad 2, la squad 3, la squad 4, ils vont travailler sur ça, ça, ça et ça sur les 3 prochains mois. Voilà les topics qui arrivent pour eux. Les gens sont au courant, quel est l'objectif, voilà les moyens. Et ensuite, ils peuvent bien sûr revenir, nous dire je remets un peu en cause votre roadmap. Parce que si vous voulez vraiment servir cet objectif-là, je comprends pas comment la squad numéro 2 ne travaille pas sur tel sujet. Et on est open à la discussion. Mais c'est notre métier. Très clair. Écoute, je te pose une dernière question pour ouvrir un peu le sujet. Moi, j'ai l'impression que dans tout ce que tu me racontes, le rôle de CPO, comme on l'a dit, c'est un rôle assez pivot. Un rôle, je ne veux pas être réducteur, mais de gestion de projet, de management. Non, complètement. Voilà, tu fais beaucoup de choses. Est-ce que selon toi, même si a priori tu n'as pas encore monté une société, le job de CPO, c'est le job rêvé pour, dans un second temps, pas à court terme, à moyen long terme, pour monter une entreprise? Ouais, complètement. Non, mais... je suis en phase avec ce que tu dis. Tu vas vraiment avoir tous les enjeux. T'es central. Tu vas discuter au quotidien avec les sales, avec ton supply, avec ta relation client, le SEO, le marketing. Tu vas même avoir des enjeux finance, donc mes flux de cash qui arrivent sur le site et qui en ressortent. La comptabilité. Donc tu vois vraiment... Normalement, justement, tu cloisonnes tout. Le head of sales chez nous, il sait pas ce qui se passe en termes de comptabilité. Le CPO, lui, il comprend parce que on a des enjeux comptables et il y a des flux, il sait ce qui doit se passer, RGPD, etc. Donc, bref, tu vas être au centre de tout ça en termes d'opération. Donc, tu comprends les métiers de chacun vraiment. Ouais. Tu es au contact du business, tu es au contact des clients, tu récoltes leur data, tu comprends comment ils fonctionnent et tu comprends tes enjeux. Tu as une dimension hyper stratégique parce que justement tu vas pouvoir appliquer pour augmenter des KPI, des développements. Et bien sûr, tu comprends les enjeux et les difficultés de la tech. Donc vraiment, tu es assez central et c'est, je dirais, effectivement un très bon poste pour pouvoir monter sa société après. Top. Écoute, un grand merci Alexandre. Dernière question pour conclure. On ne l'a pas préparé, mais au moins ça sera spontané. Est-ce que demain, pour aller peut-être un peu plus loin ou avoir un point de vue différent, tu nous conseillerais ou tu aimerais voir quel CPO existant de quelle société dans notre prochaine interview? Est-ce qu'il y a un CPO du... Tu peux me faire venir celui d'Airbnb, je serais très intéressé. Ok, je vais le pinguer, on verra. Ça roule. Merci Alexandre et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires.